plutôt que de passer en force. Mais pour le Premier ministre, ce n'est pas de l'immobilisme, simplement une prise en compte de la réalité de l'Assemblée, doublée d'un choix politique clair. Soit vous regardez la gauche républicaine et vous essayez, ce sont des opposants, mais vous essayez d'avoir des compromis, soit vous vous retournez vers l'Assemblée nationale et vous essayez de bâtir un compromis avec le RN. Moi, j'ai choisi. Et j'assume de choisir. Donc le gouvernement, il avance, il essaie de bâtir des compromis. Une défense pour répondre aux attaques de la droite qui l'accuse de céder tantôt aux syndicats, tantôt aux socialistes et qui ne décolère pas sur la question du 1er mai. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Tout simplement parce que, encore une fois, sa vitesse favorite, c'est la marche arrière, c'est l'immobilisme. Que le gouvernement dise « nous ne faisons plus aucun texte, nous ne débattons plus au Parlement, nous ne cherchons plus à avoir une majorité sur quelque texte que ce soit, parce que dès que ça bronche quelque part, on recule ». Des accusations d'immobilisme démenties par le Premier ministre et son gouvernement qui ont listé tous les textes qui seront débattus au Sénat et à l'Assemblée d'ici l'été et qui relativisent les couacs. N'écoutez pas trop ce qui se dit, regardez ce qui se vote et ce qui sera cranté dans le droit d'ici un an et vous verrez que ce Parlement aura été parfaitement utile aux Françaises et aux Français. Et c'est déjà le cas. Et elles sont votées régulièrement, mais on parle plus de ce qui peut gripper que de ce qui fonctionne. Plus l'élection présidentielle approche, plus les compromis seront compliqués à trouver, avec en fin d'année un budget à faire adopter, alors que la campagne sera déjà lancée. Sébastien Lecornu peut-il tenir encore un an? Et pour faire quoi? On en débat avec Pablo Pio-Vivien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Sophie Coignard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste au Point. Vous publiez Arbres en danger, enquête sur un carnage végétal aux éditions Très Daniel. Thibaut Mullier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Nanterre. Et Mickaël Darmon, bonsoir Mickaël. Bonsoir. Vous vous retrouvez sur ce plateau, éditorialiste pour Sens Public. Que révèle ce double recul, Pablo Pio-Vivien, à la fois sur le 1er mai travaillé, et puis là, à l'instant, le Parlement a définitivement adopté la loi de simplification de la vie économique, mais sans les zones à faible émission. Bon, il révèle que le socle commun n'est pas véritablement un socle commun, qu'ils n'ont absolument aucune majorité à l'Assemblée nationale, que les écuries présidentielles sont déjà en train de se constituer et entendent bien faire valoir leurs différentes identités politiques. Lorsque vous êtes par exemple Gabriel Attal, vous avez envie de dire je vais utiliser les 12 mois qu'il me reste avant la présidentielle pour essayer d'exister politiquement, première chose, mais aussi de me construire une architecture idéologique. Et ça passait par Gabriel Attal, selon lui, par cette proposition de loi sur le 1er mai. Le seul problème, c'est que il y a le reste, avec le reste du socle commun, le reste de la Macronie, avec qui vraisemblablement il n'avait pas très discuté, énormément discuté, et qui se sont retrouvés un peu devant le fait d'accompli. Ils se sont dit, oh là là, non, le Sébastien Lecornu, Premier ministre, s'est dit, non, on va pas engager une réforme. On parlera de la manœuvre de Gabriel Attal un peu plus tard, mais c'est effectivement assez révélateur de la fracture qui s'élargit de ce camp. Et je parle de Gabriel Attal, mais il y a aussi Édouard Philippe, vous avez aussi le MoDem, ils n'ont pas de personnage politique qui a des ambitions directement présidentielles, mais ils veulent aussi conserver une base électorale, ils ont aussi une architecture idéologique qui, lorsqu'on regarde le socle commun, n'a plus véritablement d'existence. À cela, vous ajoutez que les socialistes, comme l'a rappelé Sébastien Lecornu dans votre reportage à l'Assemblée nationale, les socialistes qui sont un des partenaires du gouvernement aujourd'hui, eux aussi, ils sont rentrés en campagne présidentielle. Eux aussi, ils ont des ambitions de se reconstruire une architecture idéologique et de dire, non, attendez, nous, on n'est pas comme les macronistes. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont menacé d'une motion de censure si le texte sur le 1er mai devait aller plus loin. Du budget, on y viendra un peu plus tard. Sophie Coignard, est-ce que ça veut dire que ce Premier ministre et son gouvernement sont condamnés à l'immobilisme? Plus ou moins, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement pourquoi ça irait vers le bas. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, plus l'échéance présidentielle va approcher, moins l'esprit de consensus, de co-construction va être à l'œuvre, clairement. Donc ça veut dire qu'en effet, aujourd'hui, ce que Sébastien Lecornu essaye de présenter, ce que Matignon essaye de présenter, c'est de dire, voilà, on a quand même fait voter des choses, ok, mais à quel prix et au prix de quelle reculade? Enfin, la loi sur la simplification économique, c'est en même temps synonyme de reculades
qui n'était pas considéré comme négociable par le président de la République il y a encore un an. Oui, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron qui se bien sûr, à chaque fois, c'est du grignotage. Enfin, c'est ce que j'appelle l'ardoise magique. On efface petit à petit le bilan d'Emmanuel Macron. Et c'est tout le paradoxe de Sébastien Lecornu, qui n'a pas tellement le choix. C'est qu'il a été nommé parce qu'il était loyal, parce qu'il était proche du président, lequel tenait à ce que sa trace dans l'histoire politique montre un bilan le plus flatteur possible et le plus fourni possible surtout. Et on voit bien que après l'abandon, la suspension de la réforme des retraites pour avoir un budget, on a sur cette loi 2 reculs. L'un, vous l'avez mentionné, sur l'abandon des ZFE, sujet sur lequel Emmanuel Macron a dit en juin 2025, pas dans le Crétacé, il a dit « mais c'est impossible, je ne laisserai pas faire, je ne suis pas content de ce que j'entends », etc. Il avait été assez véhément là-dessus, mais on peut comprendre, il y a un constat de réalité, on peut comprendre sa logique, tout ça résultait de la Convention citoyenne sur le climat qu'il avait lui-même installée. Donc si vous commencez à tirer le fil, vous voyez bien que pour le président, c'est terrible. Et puis, il y a le zéro artificialisation net, artificialisation net, on va dire le ZAN. Oui. Voilà. Donc là aussi, quand vous discutez avec les parlementaires, ils vous disent que de fil en aiguille, tout ça n'était ni fait ni à faire, personne n'y comprenait rien, etc. Et alors on essaye de présenter ça pas comme un aménagement, je crois, a dit un ministre. On peut considérer que c'est un aménagement, mais dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup d'aménagements qui vont tous aller dans le même sens. Effectivement. Vous parlez, Thibault Mullier, d'un triple blocage. Qu'est-ce qu'il y a dans ce triple blocage ? Il est à la fois politique, constitutionnel d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il est conjoncturel, institutionnel et sans doute un peu partisan aussi. Il est conjoncturel parce que on est une situation à un an, ça a été très bien dit, à un an des présidentielles, et nous avons des acteurs qui sont le résultat de leur passé, et ils ont 2027, ils ont une croyance mythifiée, vraiment, sur 2027 va régler le problème et on reviendra comme avant, c'est-à-dire un président qui gouverne à l'appui d'une majorité absolue qui fait bloc et qui est assez discipliné à son endroit. Donc ça, c'est plutôt ça. Et en plus, ce greffe eut quelque chose qui est à la fois constitutionnel et conjoncturel, c'est que on vit, si on met l'exception Chirac, deuxième mandat, de côté, on vit pour la première fois une situation où un président de la République qui est toujours en capacité physique et politique de se représenter ne pourra pas se représenter. Et donc, tout le monde s'en va. Institutionnellement, là, c'est les effets de 2024 et de sa dissolution, c'est les acteurs, mais j'ai l'impression que chaque année, c'est un peu, ou à chaque début de séquence, c'est une redécouverte. Les acteurs découvrent qu'il n'y a pas de fait majoritaire et donc il n'y a pas de possibilité en fait de gouverner avec une efficacité très 5e République, d'une mise en application d'un programme peut-être hors texte un peu consensuel, je pense à la loi de programmation militaire et encore, et quelque chose de plus partisan. On est dans un schéma politique où finalement, depuis les années 60, la compétition partisane et notamment le fait de disposer d'un parti important ou suffisant pour candidater à la présidentielle est central. Ça marchait bien, ça a bien marché pendant des décennies, mais là, c'est toujours le cas. On recherche toujours l'appui sur un parti, sauf qu'ils sont complètement démonétisés et décrédibilisés. Les députés LR qui alors soutenaient ce texte sur le 1er mai travaillé, évidemment, ils sont très remontés contre Sébastien Lecornu. Un exemple, Philippe Gosselin, député de la Manche. Écoutez. Premier ministre qui donne le sentiment, en tout cas c'est ce qui ressort aujourd'hui dans les couloirs de l'Assemblée et chez les artisans, commerçants, etc. Un Premier ministre qui donne le sentiment d'avoir cédé à la pression alors qu'il y a un vrai sujet et qu'il y a une France qui veut travailler, il y a une France qui a vraiment l'impression qu'on l'empêche de travailler. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui se passe va bien au-delà du 1er mai. C'est finalement sans doute un affaiblissement peut-être de la confiance qui pouvait être apportée par certains au Premier ministre. La confiance apportée au Premier ministre, il est dans quel état d'esprit, Sébastien Lecornu, là ? Celui qui occupe la place la plus terrible, c'est-à-dire le dernier Premier ministre d'un mandat qui se termine. Et en plus de ce qu'on appellera à partir de l'année prochaine la décennie Macron. Donc forcément, il fait l'état des lieux, il va éteindre les lumières, il nettoie, il balaye, et il ne fait rien. Bon. Donc,
C'est rien d'autre. Donc vous êtes catégorique. Il n'y a aucune énergie politique. Voilà, il n'y aura pas d'élan, donc pas de grande réforme possible. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord autour de cette table. Mais enfin, il y a quand même une question. On reviendra sur l'échiquier politique, le piège de Gabriel Attal qui a peut-être été tendu à Sébastien Lecornu et le rôle d'Emmanuel Macron dans l'histoire, parce que c'est intéressant à décoder. On fera ça dans un instant. Mais il y a quand même la question du budget. Je voudrais bien qu'on s'y penche pendant quelques instants, quelques minutes ensemble. Sophie Coignard, tiens, je commence avec vous. On a vu là pour le vote du budget de cette année, impossible de le voter à la fin du mois de décembre. Bon, qu'est-ce que ça augure pour décembre 2026 ? On sera, à 5 mois du premier tour de la présidentielle. Alors, si on prend les choses froidement, ça peut se passer mieux, puisque globalement,